Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur le thème du sanglier avec un axe assez spécifique. Justement, on va aborder la question du sanglier sous l'angle politique et non biologique, justement, avec Roméo Bondon qui est notre intervenant ce soir. Donc vous êtes les bienvenus pour ce nouveau webinaire qui est le dernier de l'année et avant de démarrer en fait la présentation du webinaire, on a coutume de présenter rapidement l'association État Sauvage, qui est donc l'association qui organise ces temps d'échange avec des chercheurs. Et pour cela, j'ai voilà une petite slide dédiée pour vous présenter qui nous sommes si vous ne nous connaissez pas, puisque nous sommes une association créée en 2019 avec un axe prioritaire qui est la préservation de la biodiversité, mais en filigrane, pour celles et ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on est plus spécifiquement axé sur les forêts françaises de France métropolitaine. On est une équipe actuellement 100% bénévole, mais peut-être plus pour longtemps, avec vos soutiens. Et on a deux axes en fait de travail chez État Sauvage. Voilà, je veux bien la deuxième slide, Roméo, si c'est possible pour toi. Et le premier axe, c'est celui de la sensibilisation que l'on réalise donc avec notamment une présence sur les réseaux sociaux. On a également les webinaires comme celui-ci que l'on organise pour que vous puissiez interagir, poser vos questions à des intervenants experts dans leur domaine ou des chercheurs justement qui vous permettent d'aborder des sujets qui sont peut-être moins fréquents. On a également un deuxième volet qui est celui de la préservation des écosystèmes. Et pour ce faire, nous, on réalise en fait des acquisitions de forêts en France métropolitaine pour créer un réseau d'îlots de sénescence. Donc, ce sont des espaces qui sont laissés en libre évolution pour laisser un petit peu plus de place au monde sauvage et à la biodiversité et permettre justement aussi de régénérer nos forêts. Bonsoir à nos derniers retardataires, effectivement. Et avant de passer la parole justement à Roméo Bondon pour ce webinaire, je vais vous présenter notre intervenant. Donc, Roméo est doctorant en géographie et il est associé en fait au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. Il est également co-auteur, comme vous pouvez le voir sur la slide à l'écran, avec Raphaël Matvet de Sanglier géographie d'un animal politique, qui est publié chez Actes Sud depuis 2022. Donc n'hésitez pas aussi à vous procurer cet ouvrage passionnant. Et puis accessoirement, parce qu'il a aussi beaucoup d'autres casquettes, et peut-être il en parlera directement, il est également administrateur du fonds de dotation Forêt en Vie qui agit justement pour donner une place à des collectifs qui agissent en forêt, en acquérant, en achetant justement de nouvelles forêts en France pour permettre une gestion collective, voilà, de ces espaces. Et sans plus attendre, Roméo, je te donne la parole pour ce webinaire. Très bon webinaire à toutes et à tous. Ça marche. Eh bien, d'abord, bonsoir à tous et à toutes. C'est courageux de faire une visio à cette heure-là, après une journée c'est peut-être assez longue. En tout cas, la mienne c'était le cas. Merci beaucoup à État Sauvage pour son invitation. Enfin, c'est toujours super d'avoir l'occasion de présenter des travaux, même si, comme celui-ci, il commence à dater un tout petit peu, mais c'est vraiment une grande chance d'avoir ces occasions-là. Et du coup, pour commencer sans plus tarder, je vais rebondir sur ce que disait Julie en disant, enfin, qui a eu qui m'a fait l'honneur de me présenter. Je vais à mon tour présenter quelqu'un qui est Raphaël Matevé, qui est du coup monsieur sur la petite photo juste au-dessus de moi sur cette diapositive, et qui est donc le co-auteur d'un livre qui s'appelle Sanglier, au pluriel, Géographie d'un animal politique, qui est par ailleurs géographe, écologue, et qui a fait d'autres publications, et qui est par ailleurs mon directeur de thèse. Voilà pour la petite présentation. Et aussi pour dire euh, que enfin, à titre personnel, j'ai rencontré, j'ai- c'est pas tout à fait vrai, mais presque, j'ai quasiment oublié en même temps que j'ai rencontré Raphaël, parce que une partie des travaux qui sont présentés dans ce livre, une partie seulement, enfin en fait quelques faits et surtout une partie du terrain qui a été réalisé, l'a été dans le cadre d'un master 1, d'un mémoire de master avec, sous la direction du coup de Raphaël, avec un terrain de recherche qui était dans le parc national des Écrins, à la limite entre la zone cœur et la zone périphérique du parc.
Et c'est à ce moment-là que une relation entre du coup un étudiant et un chercheur s'approfondissant, il y a eu peu à peu une idée qui a germé en se disant, ah, il y a beaucoup d'ouvrages qui paraissent sur les animaux en ce moment, notamment souvent sur des animaux emblématiques, des espèces de prédateurs, des espèces emblématiques à conserver, etc. Et on voyait bien qu'il y avait pour le moment assez peu de synthèses existantes sur des animaux qui posaient d'autres questions. Et les sangliers étaient de ces animaux-là. Et du coup, ça a pris un temps assez long, mais on a petit à petit, du coup, écrit cette synthèse qui s'appuyait à la fois sur nos expériences de terrain de l'un comme pour l'autre, sur des terrains assez différents. Le sous-titre de ce livre, Géographie au pluriel, euh, indique plusieurs choses, mais d'abord indique les différents terrains de recherche qu'on a pu avoir ou les différents territoires dont on est plus ou moins familier. Et ceux qui innervent ce livre et du coup la plupart de nos enquêtes, ce sont donc eh bien, les Alpes, enfin certains massifs alpins, la Camargue pour ce qui est de Raphaël, la Garrigue au nord entre Montpellier et Nîmes, où il y a encore des projets de recherche du coup sur les sangliers. Ce livre donc a été écrit à quatre mains, mais s'appuie aussi beaucoup, enfin même essentiellement sur toute une communauté de chercheurs et de chercheuses, dont là, il y a quelques portraits, mais c'est vraiment très peu par rapport à toutes les personnes qui bossent sur les sangliers depuis un certain temps, autant en sciences sociales, comme c'est mon cas et comme c'est celui de Raphaël, que en écologie, en biologie. Et du coup, là, dans cette petite galerie de portraits, je vous ai mis à la fois des chercheuses en sciences sociales, en géographie, notamment comme Coralie Minet, qui avait fait une thèse un peu initiatrice il y a déjà une quinzaine d'années, je crois, sur ce sujet. Des chercheuses un peu plus jeunes comme Carole Marin ou Déborah Coz qui viennent de soutenir ou qui vont soutenir leur thèse respectivement sur les sangliers en ville et également sur comment dire, l'implication, la présence des sangliers et d'autres animaux pour ce qui est de Déborah Cause, dans des zones avec une multifonctionnalité, avec une pluralité de régimes fonciers et d'appropriation humaine au niveau du Grand Delta du Rhône. Dans ces personnes, donc, il y a aussi des gens avec qui j'ai eu la chance de travailler, comme Simon Chamaillé-James, par exemple, et d'autres qui, en écologie, en biologie, etc., eh bien, font un certain nombre de recherches assez pionnières pour certaines. Je pense à Éric Bobet notamment. Donc, les sangliers, je pense que vous avez tous et toutes une certaine image de ces animaux-là, de cette espèce, des populations que vous rencontrez, des individus des fois que vous pouvez croiser. J'aimerais vous demander de simplement, pour accompagner un peu cette présentation, de vous remémorer votre dernière rencontre avec un sanglier, des sangliers, des marcassins, des bêtes rousses, une laie, je ne sais pas. Quand est-ce que ça a pu arriver? Pour mon cas, c'était lundi soir sur une route enneigée du Haut-Forêt, du coup, entre le département de la Loire et du Puy-de-Dôme. Un animal assez gros. J'aurais pas su dire à l'œil comme ça si c'était un mâle ou une femelle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un individu qui avait deux, trois, peut-être qui est un peu plus âgé, ce qui est assez rare en fait. Donc voilà, si vous avez des souvenirs qui vous reviennent, bah, ça peut être toujours intéressant de vous questionner ensuite sur bah, quelles sont les situations dans lesquelles j'ai rencontré ces animaux. Pour ma part, c'était sur la route. Beaucoup de gens, je pense, rencontrent ces animaux-là sur la route ou en train ou bien au détour d'une promenade. Ça peut arriver. La fois d'avant où j'ai rencontré des sangliers, c'était deux marcassins au cours simplement d'un footing. Ils étaient dans un champ de maïs qui venait d'être récolté à la tombée de la nuit. Donc voilà, j'imagine que vous avez vous aussi quelques exemples. Donc ce livre, Sanglier, géographie d'un animal politique, l'idée était donc à la fois de faire une synthèse de travaux autant en écologie, en biologie qu'en sciences sociales, et essayer de présenter un peu la situation des sangliers aujourd'hui en France, pas seulement, mais notamment, et de se demander comment on en est arrivé à la situation actuelle que je vais un peu décliner petit à petit au cours de cette présentation. C'était aussi, et on reviendra dessus par la suite, l'occasion de faire des expérimentations
c'est-à-dire de proposer plusieurs points de vue sur ces animaux-là, des points de vue qui sont à la fois documentés par du coup des recherches en écologie, en biologie, des recherches en sciences sociales qui, du coup, cherchent à comprendre le point de vue de tout un tas d'acteurs, de personnes sur ces animaux-là, mais qui est aussi informé par une perspective littéraire qu'on a essayé de décliner tout au long du livre, avec plusieurs petites scènes qui sont toutes, s'appuient toutes sur des données qu'on a récoltées avec des collets GPS, des pièges photographiques, avec les informations qu'on avait sur les territoires dans lesquels passent les sangliers dont on parle dans ces chapitres-là. Et donc, ce qu'on souhaitait proposer, c'était une situation globale à l'échelle de la France et plus précisément à l'échelle des quelques territoires où on avait fait, nous, des recherches. Et c'était également plusieurs façons de dire cette situation-là. Et là, je vais décliner quelques façons de la dire, donc en fonction de ce qui peut être perçu plus ou moins facilement quand on s'intéresse un peu de loin à cette espèce-là. Et la première manière dont qu'on a d'aborder donc les sangliers aujourd'hui, c'est assez souvent sous le prisme, quand on n'a pas notamment la chance de les rencontrer, la chance ou la malchance, ça dépend des situations. C'est souvent donc sous le prisme numérique, des chiffres. Euh, Là, vous avez une petite capsule sur le côté. Ça a été pour moi en tout cas, un des déclencheurs de l'envie d'écrire sur cette espèce. Le grand remplacement des centaines de milliers de sangliers, une émission que j'avais entendue un matin sur une radio publique française. Et ça m'avait fait un peu bondir parce que je m'étais dit, mais pourquoi est-ce qu'on emploie des concepts qui sont tout à fait fallacieux? Enfin, celui de grand remplacement, je ne vais pas prendre le temps de le démonter. Et c'est assez simple dans sa jeunesse, disons. Mais pourquoi donc est-ce qu'on reprend ces concepts divers et on les applique à des animaux? Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique pour ces animaux-là? Et là, ce que ça voulait dire, c'est une opinion qui est assez communément partagée, qu'aujourd'hui en France, il y aurait une prolifération de sangliers, que ces animaux seraient incontrôlables, leur démographie serait elle aussi incontrôlée, et que donc il y aurait urgence à agir pour la contrôler, justement. Et ça, donc, c'est une façon de dire, du coup, la situation avec des chiffres. Ces chiffres-là, je peux en commenter quelques-uns. On estimerait aujourd'hui entre 1 et 2 millions de sangliers en France. Ces estimations sont assez larges parce que pour les faire, on s'appuie avant tout sur les tableaux de chasse. Il n'y a pas de comptage systématique qui sont réalisés comme pour d'autres espèces. Ces tableaux de chasse, on le voit en 2023, il y a eu en gros 840 000 sangliers abattus en France au cours d'actions de chasse, mais aussi de destruction, de piégeage, etc. Et on voit que la petite différence finalement entre la population estimée et le nombre d'animaux abattus en France, eh bien, donne une indication sur l'âge des populations. Des sangliers, dans leur environnement naturel, peuvent vivre jusqu'à une douzaine d'années. Aujourd'hui, en France, les 2 tiers de la population a moins d'1 an. Donc c'est une population très jeune, des individus assez petits, mais qui croissent très vite. Donc voilà une première façon de parler de cette espèce-là. Une autre façon qu'on entend régulièrement, notamment dans la presse quotidienne régionale, c'est quelque chose qui revient fréquemment, mais parfois aussi dans la presse nationale, c'est des dégâts, des dégâts dans les cultures. Et là, donc, un autre chiffre qui peut apparaître, c'est une somme d'indemnisation qui est du coup faite de la part des fédérations départementales de chasse vers les agriculteurs qui font des demandes d'indemnisation, car depuis 1968, le droit d'affût des agriculteurs qui, lorsqu'il y avait des dégâts sur leur culture, avaient un droit de riposte sur ce qui était qualifié comme des bêtes fauves, eh bien, ce droit d'affût comment dire, a disparu. Euh, et c'est les fédérations de chasse donc qui ont obtenu, qui se sont chargées ensuite de la gestion des populations de gibier, dont faisaient donc partie les sangliers, en contrepartie de quoi ils s'engageaient à indemniser les agriculteurs qui avaient des dégâts en- à cause du coup de ces mêmes populations d'animaux. Un autre chiffre donc, là il y a un chiffre global, 45 millions d'euros je crois que c'était l'année dernière, il y a 2 ans, je ne sais plus, à l'échelle de la France. Mais si on raffine un petit peu, on s'aperçoit que 10% des communes françaises concentrent 70% des dégâts et donc les indemnisations suivent aussi ces chiffres-là. Et donc là, on commence déjà à rentrer dans une focale un peu plus précise avec des disparités territoriales.
Je faisais écho tout à l'heure à vos propres anecdotes, vos propres rencontres avec les sangliers. Eh bien, c'est sans doute tout à fait, sans doute que ces rencontres dépendent de votre usage, de votre territoire de vie, également de ces territoires eux-mêmes, où est-ce qu'ils se situent, de l'état des populations de sangliers à ces endroits-là, des facteurs, des situations qui peuvent nous les faire rencontrer. Autre chiffre, les collisions. Ces chiffres-là sont peu mis à jour. Les derniers datent, je crois, de 2008. Il faut les prendre avec des pincettes. Et de la même façon, les évaluations des indemnisations par les assurances, là aussi, semblent assez importants et sont assez difficiles à obtenir par ailleurs. Donc voilà une première façon de dire ces animaux-là. Une deuxième façon, assez graphique, ce sont des courbes. Donc là encore, les chiffres sont très présents. Donc je vous ai mis des courbes de différentes sources. La Fondation François Sommer, qui est du coup une fondation qui, elle soutient des recherches, donne des fonds, mais qui anime aussi, qui est à l'initiative du coup d'un couple qui était qui avait à la fois un pied dans la conservation, à la fois un pied dans la chasse, qui sont ceux qui animent encore aujourd'hui, enfin en tout cas cette fondation, le musée de la chasse et de la faune sauvage à Paris proposer dans une synthèse cette courbe-là, par exemple, avec une prospection, je ne sais pas trop d'ailleurs sur quoi celle-ci se basait, je n'ai pas les études en tête, et donc deux courbes qui se croisaient, celle en rouge du nombre de chasseurs en France et celle en bleu du nombre de sangliers abattus chaque année. Et on voit que dans nos années, à peu près aujourd'hui, ces deux courbes se croisent autour d'un million. 1 million, on n'y est pas encore, hein. J'en étais à 840 000 sangliers abattus l'an passé en France. 1 million de chasseurs, par contre, la barre menace d'être franchie pour aller plus bas avec une population de chasseurs vieillissante. Donc voilà aussi une autre manière de raconter aujourd'hui la situation vis-à-vis des sangliers et de présenter une certaine lecture qui est de croiser du coup euh, une population d'animaux, les sangliers donc, et un mode de gestion, une activité vis-à-vis de cette population, la chasse. Et donc là, on voit déjà un premier prisme assez intéressant, c'est que chasse et sanglier, évidemment, sont tout à fait, sont très, très rapprochés et très liés également, du coup, dans des rapports, dans des enquêtes, etc. Les courbes qui suivent juste à côté sont à peu près similaires. Ce sont là, à l'échelle européenne, c'est tiré d'un article de recherche de 2015. Et on voit que globalement, les tendances françaises sont peu ou prou assez similaires dans tout un tas de pays européens avec des traditions de chasse différentes, avec évidemment aussi des populations animales qui ne sont pas exactement les mêmes, mais des tendances qui sont assez proches. J'en profite juste à cet endroit-là pour dire que je crois que l'association État Sauvage va mettre dans le chat différentes références ou différents compléments, différents éléments voilà, j'ai préparé un peu par ailleurs. Vous verrez, c'est assez pêle-mêle. Il y a à la fois des articles de recherche en français qui sont plutôt accessibles. Je pense à un article de Carole Marin notamment, est assez intéressant pour comprendre un peu la situation aujourd'hui. Il y a également des reportages vidéo en Dordogne notamment sur un peu qui donnent une assez bonne image de le traitement médiatique de la chasse et des sangliers aujourd'hui. Il y a aussi il y a aussi une vidéo d'une action politique d'un groupe qui s'appelait les Sangliers radicalisés. Et du coup, là, on verra ensuite, c'est aussi une manière de voir comment très concrètement ces animaux-là sont tiraillés entre différentes appropriations politiques. Voilà, je vous laisserai découvrir ensuite. Autre manière donc de raconter cette situation, des cartes. Là, c'est aussi assez visuel et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur des disparités territoriales assez fortes en fonction de la région dans laquelle on habite. Ici, c'est pas une représentation cartographique des dégâts et des indemnisations, mais c'est une représentation cartographique des prélèvements, c'est-à-dire à la fois lors d'actions de chasse, les sangliers abattus lors d'actions de chasse et également de piégeage, de tir de nuit, etc. Et donc, on voit qu'il y a des disparités départementales très fortes. Le département, c'est une échelle importante par rapport à la gestion, où il y a des commissions, des choses comme ça, de certaines espèces animales, et c'est aussi une échelle importante pour la chasse, donc. Et voilà, ce qui explique pourquoi parfois c'est cette échelle-là qui est choisie pour représenter du coup tout un tas de données. Donc, on voit que au sud de la région parisienne, dans le centre, il y a des nombres importants, des tableaux de chasse beaucoup plus importants que
que en Bretagne, par exemple, et du coup, les zones de garrigue, certaines du coup qu'on a fréquentées avec Raphaël dans notre étude, elles sont aussi très concernées avec plus de 18 000, mais même plus de 20 000, 22 000 sangliers abattus chaque année. Descartes, c'est aussi une pratique qu'on a eue au cours de nos enquêtes. Et là, vous voyez deux cartes qui sont issues d'un travail de recherche sur lequel, du coup, j'étais impliqué, cartes de localisation de notre terrain de recherche. Donc, on voit que les recherches sur lesquelles on s'appuie sont disséminées à pas mal d'endroits en France, mais en fait, sont à chaque fois aussi sur des terrains assez restreints. On a essayé, du coup, d'étudier des situations dans lesquels les sangliers étaient impliqués pour diverses raisons et pouvaient parfois produire des conflits ou des tensions entre différents groupes. On s'est intéressé de manière assez fine, du coup, à ces à ces différentes situations. Et là, on voit une carte qui a été réalisée du coup par un collègue du Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive sur les allers-retours qu'on pouvait percevoir en fonction du jour et de la nuit d'une population de sangliers qui avait été équipée d'un collier GPS. Et là encore, c'est une représentation possible d'une situation à un endroit donné, à un moment donné, qui encore nous donne une lecture particulière de la situation. Une autre façon de dire cette espèce, c'est des images. Donc là, ce sont toutes des images que j'ai récoltées de pièges photographiques qui avaient été placées le long le long de la limite entre la zone cœur du parc national des Écrins et de la zone périphérique de ce même parc, et qui nous permettaient de voir les allées et venues des sangliers entre une zone et l'autre, et qui, pour ma part, m'ont permis de me familiariser avec ces animaux-là. Parce que jusqu'à présent, j'en avais vu finalement assez peu, ou alors dans des cadres au bord de la route, parfois en se baladant, mais assez rarement. Et là, j'ai pu voir plusieurs heures, voire dizaines d'heures de vidéos avec dessus, parfois, des animaux, notamment des sangliers, de façon tout à fait rapprochée, comme l'image qu'on voit en bas à droite, de manière très furtive, comme ces marcassins qu'on voit en haut à gauche, qui étaient une dizaine comme ça à passer très vite et dans des situations qui sont les situations créées par nos recherches, comme on le voit en haut à droite avec une cage qui en fait servait à piéger un animal pour ensuite mettre un collier GPS et suivre ses déplacements dans ce territoire-là. Donc voilà une autre façon de raconter aussi, de raconter cette espèce-là, une autre manière de l'approcher, à savoir que installer ces pièges photographiques, c'est encore une autre façon de le faire, car il faut suivre des sentes, les chemins qui sont créés petit à petit après les passages répétés de ces animaux-là. Il faut essayer finalement de se mettre à leur hauteur. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans ce livre aussi. Se mettre, aborder plusieurs perspectives, plusieurs points de vue. À aucun moment se mettre dans la tête des animaux, dans la tête des sangliers, ça serait pas notre rôle et c'est somme toute impossible à réaliser, mais se mettre à leur hauteur, c'est-à-dire se baisser un petit peu, voir par où ils passent, comprendre, essayer de comprendre leur cheminement quotidien. Enfin, deux façons de de raconter ces animaux, ce sont des récits. Et je vous disais tout à l'heure que c'était une manière qu'on avait eu aussi d'adopter une autre perspective pour parler des sangliers dans notre livre, des récits littéraires. Et là, je convoque un éminent écrivain, Jean Giono. Euh, je vais vous lire cet extrait, pardon, où les sangliers sont convoqués. Il dit dans une sorte de nouvelle d'anticipation assez étrange, écrite dans les années 30, mais très belle. Il n'y aura de bonheur pour vous que le jour où les grands arbres crèveront les rues, où le poids des lianes fera crouler l'obélisque et courber la tour Eiffel. Où devant les guichets du Louvre, on n'entendra plus que le léger mur qui s'ouvre et des graines sauvages qui tombent. Le jour où, des cavernes du métro, des sangliers éblouis sortiront en tremblant de la queue. Voilà cette citation qui parle donc d'une sorte de Paris ensauvagé et ce que nous donne à voir ce récit littéraire, c'est la fonction que peut avoir le sanglier dans la littérature. Et il y a plusieurs extraits qu'on a rapportés dans le livre qui montrent qu'à chaque fois, les sangliers, lorsqu'ils interviennent dans un livre de fiction ou dans un récit, en sauvage, ce récit, ont cette charge qu'ils traînent avec eux. Et cet aspect sauvage, c'est aussi quelque chose qu'on a pu voir dans des récits naturalistes. Et ça, c'est plus Raphaël qui était familier de ces récits-là, et notamment d'un éminent naturaliste genevois qui s'appelle Robert Hénard, qui dit: Il n'est point d'animal dont la recherche m'ait coûté autant de peine et de temps sans que je le connaisse encore bien. C'est dommage, car dans nos pays où manquent les grands carnassiers,
Il est la bête, la grosse bête farouche, celle qui exprime le mieux la sauvagerie de la forêt, et lui donne une vie animale à l'échelle de ses arbres. Donc, on voit que là, il y a deux récits qui mettent en avant ce caractère sauvage de cet animal. Peut-être vous-même, vous êtes dit, dans les situations où j'ai rencontré un sanglier, qu'est-ce que je me suis dit? Est-ce que je me suis dit que c'était une bête noire qui surgissait avec du coup toute cette charge, ou bien au contraire, un animal qui ressemblait à des porcs domestiques, ou en fonction des situations dans lesquelles on l'a rencontré? Et ce qui nous a interpellé avec Raphaël, moi, c'était un peu de voir le décalage qu'il pouvait y avoir du coup, entre des récits littéraires, par exemple, et une image des sangliers qui pouvait évoluer. Et pour lui, c'est également ça. Comment est-ce qu'on est passé de cet animal qui exprime donc le mieux la sauvagerie de la forêt, comme le disait Robert Hénard, à des animaux qui, on ne sait plus bien s'ils sont sauvages, domestiques, qui n'inspirent plus forcément autant comment dire, cette aura de sauvagerie lorsqu'ils apparaissent. Du coup, on s'est demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que, il y avait eu cette évolution dans les perceptions qu'on avait de ces animaux-là. Et tout ça converge vers une forme de constat aujourd'hui qui dirait que les sangliers sont des animaux à problème. Cette expression à problème, je la tire donc d'un travail assez fondateur en géographie des animaux, en géographie animale, qu'a écrit Coralie Mounet il y a déjà une quinzaine d'années. À problème donc parce que ces animaux-là suscitent tout un tas de réactions, suscitent des dispositifs territoriaux, suscitent des politiques publiques, des conflits aussi. Et finalement, tous les animaux ne font pas ça. Il y en a évidemment des emblématiques, hein, les loups, les ours, mais les sangliers sont aussi de ces animaux-là. Et quels sont donc les éléments du problème, si problème il y a? Je vais un peu les lister, les prendre les uns après les autres, pour expliquer un petit peu la situation. La situation, c'est donc une explosion des populations de sangliers en France, mais pas que, en Europe également, avec du coup, dans les années 70, les tableaux de chasse, que je vous disais tout à l'heure, la manière qu'on a aujourd'hui de comptabiliser et ensuite d'indexer les estimations de population en France. Les tableaux de chasse, donc, dans les années 70, étaient autour de 30 000 sangliers abattus chaque année. Aujourd'hui, on est donc au-delà de 800 000. Il y a eu une augmentation, une multiplication par 20 des populations de sangliers abattus, avec dans le même temps une réduction de la population de chasseurs, donc un effort de chasse beaucoup plus important, mais supporté par une population un peu moins importante de chasseurs. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y ait des populations si importantes qui, pour certains, sont insoutenables, qui, pour d'autres, ne le sont pas tout à fait? Ça dépend des territoires, ça dépend des activités qu'on a et qui sont plus ou moins menacées par ces populations-là. Et quelle est donc la situation aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Donc c'est évidemment, vous en doutez, multifactoriel. Il n'y a pas une raison qui a fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sangliers en France. Ces raisons, je vais les lister les unes après les autres, sans les hiérarchiser. Il y a évidemment une transformation des structures agraires et paysagères. Si on prend les années 60, 70, et aujourd'hui en France, évidemment que le parcellaire agricole, la structure du paysage a beaucoup changé. Il y a eu un accroissement forestier sur cette période. Il y a eu aussi tout un tas comment dire, de cultures qui ont changé avec les cultures messicoles, la monoculture de maïs qui a pris un peu plus de place qu'auparavant, avec également des pratiques qui ont disparu associées à ces cultures, quand on pense à des vergers, quand on pense à des châtaigneraies, comme à côté de là où je me trouve en Ardèche, avec du glanage qui se fait plus ou de la récolte qui se fait plus, et qui donne donc une disponibilité alimentaire plus importante à des animaux sangliers, donc dont les causes de mortalité naturelle sont en partie dues à la disponibilité alimentaire. Euh, Ce qui m'emmène au deuxième point, le dérèglement climatique, qui est aussi une cause un assez fréquente, avec donc des causes de mortalité naturelle réduites, parce que dans certaines zones, des hivers qui sont moins rudes, les sangliers ont besoin de fouisser et de chercher leur nourriture au sol. Si le sol est couvert de neige, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile pour eux de trouver cette nourriture-là. Mais aujourd'hui, donc, il y a évidemment des évolutions climatiques, un dérèglement climatique perceptible. Et également, des études montrent qu'il y a une fructification plus importante, et notamment une fructification de tout un tas d'essences
d'essence forestière, avec des fruits forestiers, chênes, châtaignes, glands, etc., qui sont aussi plus importants et des super glandés, c'est-à-dire des chênes qui ont une production de glands beaucoup plus importante non pas d'une année sur l'autre, mais sur 2 ou 3 années, à 2 ou 3 ans d'intervalle, qui, là encore, donnent une disponibilité alimentaire plus importante pour ces animaux-là. Dans le même temps, ces 50 dernières années, il y a eu une évolution de l'activité cinégétique. Je parlais tout à l'heure de la fin du droit d'affût et de petit à petit une rationalisation de la gestion, une rationalisation, pardon, de la structuration de la chasse en France, mais qui est concomitante avec aussi une évolution des pratiques et une évolution des gibiers chassés. Les années 60-70, c'est des années où les populations de petits gibiers, qui sont des populations très appréciées et très chassées à ce moment-là, donc lapins, perdrix, lièvres, etc., eh bien, du fait de l'évolution des structures agraires notamment, du fait aussi de certaines maladies, on pense à celles qui ont pu toucher les lapins de Garenne par exemple, ces populations de petits gibiers baissent drastiquement. Or, les années 60, il y a 3 millions de chasseurs en France. 3 millions de chasseurs, c'est aussi des populations, c'est aussi un loisir à ce moment-là, enfin aujourd'hui encore d'ailleurs. C'est aussi un loisir et du coup des adhérents qui ont ensuite envie de perpétuer ce loisir-là. Et donc les institutions, des institutions de chasse départementales, régionales, nationales, etc., sont face à un problème qui commence à survenir, qui est euh, que vont chasser les chasseurs qui sont aussi nos adhérents. Et donc à ce moment-là, il y a un peu, il y a des pratiques qui vont être favorables à l'accroissement des populations d'ongulés qui vont peu à peu être mises en œuvre. Et ces pratiques favorables, ça va être à certains endroits de l'agrainage, donc une forme, donc un apport supplémentaire en nourriture, soit pour des raisons pour des raisons pour écarter les animaux des cultures, soit pour les fixer sur un territoire donné. Ces autres pratiques, ça va être à une certaine époque des élevages et des lâchers, chose qui est interdite aujourd'hui. Ça va être aussi une sélection dans les tirs. Donc les animaux qui vont être abattus seront des animaux qui ne seront pas jugés pour des mâles comme des bons reproducteurs, qui ne seront pas des laits, et encore moins des laits gestantes, alors que là aussi, aujourd'hui, pour des raisons de régulation, eh bien, ces pratiques-là sont remises en question par des instances gestionnaires. Donc, il y a aussi une part importante des évolutions de l'activité cynégétique dans cette situation. Et enfin, et c'est peut-être non pas le plus important, mais c'est à rappeler, enfin, il y a ces sangliers, ces populations, ces individus qui ont une biologie tout à fait remarquable et qui se caractérisent par une capacité d'adaptation qui font que, quelles que soient ces évolutions, eh bien, ils trouvent des façons de s'adapter et notamment sur le plan alimentaire, on les caractérise comme étant des omnivores opportunistes, c'est-à-dire qu'ils ont un régime alimentaire assez large, largement autour des fruits forestiers qui peuvent s'adapter et manger tout un tas d'autres choses, et avec des portées régulières, nombreuses, et avec, dans un cadre où il y a une pression de chasse très forte, une disponibilité alimentaire très importante, des portées qui sont plus régulières et parfois plus nombreuses qu'auparavant. Voilà donc pour tout un tas de causes qui amènent à la situation actuelle aujourd'hui pour ces diverses populations de sangliers en France. Ensuite, vous avez peut-être dû vous dire, enfin trouver ça assez étonnant, en tout cas Julien en présentant ce webinaire l'a dit comme que une perspective politique par rapport à ces animaux-là, ça pouvait un petit peu surprendre. Et donc là, j'aimerais simplement lister là encore quelques aspects qui nous ont amenés avec Raphaël à proposer cette géographie d'un animal politique. Politique donc pour plusieurs raisons. Pourquoi est-ce qu'on s'est dit ça par rapport au sanglier? D'abord parce que là je ne vais pas prendre la slide que vous voyez dans l'ordre. Je vais plutôt partir de nos terrains de recherche. D'abord donc parce que sur nos terrains respectifs, eh bien, les sangliers étaient producteurs de structures territoriales, producteurs de rencontres entre différents groupes d'acteurs, forestiers, chasseurs, agents de parcs nationaux, habitants avec des potagers, agriculteurs, etc. Et que du coup, finalement, certains individus, certaines populations avaient un véritable rôle d'acteur dans la géopolitique locale sur certains territoires. Ces animaux-là permettaient de mettre en évidence des rapports de force existants entre différents groupes d'acteurs. Par exemple, si je reprends encore une fois
mon propre terrain de recherche, eh bien, on s'apercevait qu'à travers le problème sanglier ou à travers les tensions qui pouvaient survenir autour des dégâts, des effets de la présence des sangliers sur ce terrain-là, donc dans les Alpes, eh bien, il y avait d'autres conflits, d'autres tensions un peu sous-jacentes qui apparaissaient et qui sont bien documentées par ailleurs, en l'occurrence sur certains points précis, les limites d'un parc national, par exemple, entre, euh, entre des groupes de chasse et ce même parc national, parce que la zone cœur du parc n'étant pas chassable, eh bien, l'arrivée de ce parc et de ce zonage nouveau avait créé des conflits à cet endroit-là. Et du coup, ces conflits s'exprimaient aussi par rapport aux sangliers. Donc voilà pour un aspect de la politique suscitée par cet animal-là et qui finalement est également un acteur de ces enjeux politiques-là. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est que suivre le sanglier, c'est aussi nous permettre de révéler tout un tas de transformations structurelles qui sont des transformations contemporaines. Et là, on pourrait faire une liste très très longue, je vais en prendre juste quelques-unes. Euh, j'ai donc mis en avant le libre-échange et l'industrie agroalimentaire. Là, je fais référence à une situation assez récente, l'arrivée en Europe et aux frontières de la France d'une maladie du coup transmise entre sangliers et porcs domestiques qui s'appelle la peste porcine africaine. L'arrivée de cette maladie, finalement, permet de mettre en évidence euh, toute la structuration comment dire, du commerce à l'échelle européenne de la production, de l'industrie agroalimentaire porcine, parce que c'est une des raisons qui ont fait que cette maladie est arrivée de proche en proche et s'est disséminée entre son foyer originel dans certains pays africains, jusque du coup l'est de l'Europe, jusque la Belgique, voire les frontières de la France. Ça prendrait beaucoup de temps d'expliquer tout ce cas-là, mais ça permettait, suivre les sangliers, ça permettait de voir aussi la diffusion d'une maladie transmise par cette espèce-là et les façons dont elle est transmise en suivant finalement les voies commerciales, routes, etc. Voilà. Ça permet également donc c'est un révélateur de transformation structurelle sur les questions aussi climatiques. Là, je fais référence on a beaucoup vu d'images de sangliers dans des villes. Là, vous en avez une devant vous de deux bêtes rousses, c'est-à-dire des animaux assez jeunes, moins d'un an, qui sont à Rome, au plein cœur de la ville. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de grignoter parce que sur un passage piéton, il ne doit pas y avoir grand-chose, mais ils sont quand même là à fouisser à cet endroit-là. Et dans certaines villes, si les sangliers sont plus présents et viennent au contact des populations humaines dans ces villes-là, c'est pour tout un tas de raisons. Ça met en lumière quoi? Bah, l'artificialisation du sol qui évidemment va croissant. Ça met en lumière également, et ça je pense à un cas à Barcelone assez intéressant, des sécheresses récurrentes, parce que les sangliers, on s'est aperçu qu'ils descendaient plus fréquemment dans la ville à Barcelone depuis un parc qui était au-dessus, un peu à quelques kilomètres de la ville, dans des phases de sécheresse où il n'y avait plus de disponibilité en eau pour ces animaux-là et qui du coup allaient chercher dans la ville ou sur le littoral une manière de se rafraîchir. Ces animaux, donc, c'est une caractéristique biologique, n'ont pas de thermorégulation comme nous, on l'a humain avec la sueur. Et donc, c'est aussi une raison pour laquelle les sangliers ont besoin d'eau, de boue, etc. Et que, et qu'on on les associe assez fréquemment avec des mares, etc. Et donc, cet animal-là permet, pardon, de mettre en avant aussi des évolutions climatiques. Ensuite, suivre le sanglier, c'est également les sangliers, nous permet d'avoir forme de révélateur d'inégalités structurelles. Je prenais tout à l'heure, j'avais un chiffre sur le nombre de collisions chaque année en France, le nombre de collisions avec des animaux sauvages, mais le nombre parmi ces animaux sauvages-là, les sangliers, c'est peut-être 80 ou 85% des collisions en France aujourd'hui. Eh bien, ce que ça permet de montrer, on peut se dire, ah, c'est terrible, c'est un problème, il s'en est un effectivement, parce qu'il y a des dégâts, etc. Euh, on peut se dire que c'est une sorte comment dire, tout le monde, potentiellement, est concerné par un accident avec un sanglier. Or, ce que montrent différentes études sociologiques, ce que montrent également des articles de presse, c'est que tout le monde, tout un chacun n'est pas également sujet à des accidents de voiture, à des collisions.
les collisions surviennent plutôt la nuit, plutôt dans des heures tardives. Évidemment, si une collision intervient avec un véhicule neuf ou avec un véhicule usagé ancien, eh bien, les conséquences de cet accident-là ne seront pas les mêmes. Et donc, ça permet de mettre en avant aussi la sociologie des conducteurs qui sont impliqués dans ces collisions-là. Et finalement, une collision permet de montrer tout un tas euh, d'inégalités qu'on n'aurait pas imaginées de prime abord. C'est-à-dire, on n'est pas tous égaux finalement dans le cadre de collisions et d'accidents avec des animaux comme cela. Je vais passer un peu plus vite et ensuite, là où ces animaux-là sont révélateurs donc d'enjeux politiques, c'est également révélateur dans comment dire, l'évolution des lois et du droit les concernant. J'imagine que vous avez eu aussi en tête certains qualificatifs vis-à-vis de certaines espèces, sangliers, renards, blaireaux, etc., qui fut un temps étaient appelés nuisibles, qui par certaines personnes le sont toujours. Depuis 2016, c'est plus le cas dans la loi. Aujourd'hui, on parle plus volontiers d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts avec un bel acronyme, ESOD. Et les sangliers sont concernés par cet acronyme et concernés donc par cette catégorie, ce qui implique tout un tas de possibilités pour les chasser, ouvrir plus largement les périodes de chasse et aussi permettre de faire des tirs de destruction ou des battues administratives sur des périodes où la chasse est fermée, parce que cette espèce donc est considérée avec une démographie problématique, une démographie qui, dans le cadre légal d'ouverture de la chasse, n'est pas n'est pas toujours contenu dans ce qui est considéré comme un état équilibré, disons. Enfin, s'intéresser aux sangliers, on l'a vu à travers la plupart à travers cette intervention, c'est s'intéresser évidemment à la chasse. D'abord parce que la comptabilité même des sangliers aujourd'hui se fait par la comptabilité des animaux abattus, et ensuite parce que la chasse est le principal, la chasse et aussi les destructions administratives, qui sont deux choses un petit peu différentes, sont la principale cause de mortalité des sangliers aujourd'hui. Et bon, bien sûr, commencer à s'intéresser à la chasse, c'est ouvrir un grand tiroir à la fois sociologique, à la fois historique. Là, j'aurais sans doute pas le temps de déplier. Mais ce qui est intéressant pour nous, on parle dans le livre d'un animal synégétique parce que petit à petit, les sangliers ont eu tendance à n'être considérés que comme des animaux gibier, donc, c'est-à-dire susceptibles d'être chassés et donc de le voir seulement sous ce prisme-là. Ce qu'on a essayé de faire dans le livre, c'est de le montrer comme tel, parce qu'effectivement, c'est très important et les chasseurs sont sans doute les personnes qui sont le plus en contact avec ces animaux-là. Et du coup, il faut essayer de décrire le plus précisément possible eh bien, la structuration de la chasse aujourd'hui en France, la forme qu'elle prend, les euh, différents modes de chasse, etc. La structuration aussi administrative de la chasse aujourd'hui en France. Mais on a souhaité aussi dans ce livre m'a proposé de décaler le regard un petit peu. Je présenterai ça ensuite avec du coup les petits récits que je mentionnais précédemment. Parce que ça nous permet de voir enfin d'avoir ce prisme de la chasse vis-à-vis des sangliers, c'est aussi enfin, de se demander bah, pourquoi est-ce que petit à petit cet animal s'est synégétisé, c'est-à-dire pourquoi petit à petit il n'a été repris que sous cet angle synégétique. Euh, c'est aussi parce que la chasse petit à petit a évolué. On demande de plus en plus de choses à la chasse et aux chasseurs, au point qu'aujourd'hui, bon gré, mal gré, euh, ils peuvent être considérés comme des chasseurs gestionnaires. Parfois, ce sont les fédérations de chasse elles-mêmes qui le souhaitent, qui le mettent en avant. On se souvient tous de campagnes de communication sur des chasseurs, premiers écologistes, etc., et de la responsabilité qui échoit à cette population-là dans la régulation de certaines espèces. Et donc, ça m'amène à me poser une question que je reprends à un sociologue qui s'appelle Léo Magnin, qui a fait une enquête très intéressante sur les haies et la place qu'avaient les haies aujourd'hui dans la structuration du paysage, mais aussi comment les haies étaient elles aussi prises dans tout un tas de relations politiques, sociologiques, économiques, etc. Léo Magnin, donc, dans son ouvrage, se pose la question est-ce qu'il n'y aurait pas un solutionnisme social vis-à-vis des agriculteurs aujourd'hui en France? C'est-à-dire, est-ce que ça serait possible finalement que tout un tas de solutions sur
notre usage du sol, sur des solutions environnementales, des solutions donc à des problèmes enfin, prégnants de perte de biodiversité, changement climatique, etc. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est soutenable que ce soit un seul groupe social, en l'occurrence les agriculteurs, qui prennent tout ça en charge? Eh bien, il me semble que c'est un peu la même chose qui se joue aujourd'hui avec les chasseurs, qui ont donc une population déclinante, moins de 1 million aujourd'hui en France, et de plus en plus, tout un tas de missions, tout un tas de missions interviennent. Il y a à la fois le cœur de leur pratique, qui est des actions de chasse avec une certaine éthique, avec une sociabilité, etc. Il y a aussi de véritables missions, c'est-à-dire une mission de gestion avec ils sont ils sont régulièrement convoqués pour faire des battues administratives, pour intervenir lorsque il y a des animaux qui sont jugés problématiques ou des individus. Et il y a également des missions d'entretien, donc c'est aussi mis en avant de l'espace rural. Et donc, on peut se demander, est-ce que toutes ces missions peuvent être endossées par un seul groupe social? C'est une question voilà, qui mériterait d'être posée, je pense, en ces termes-là. Enfin, les sangliers, la gestion des sangliers aujourd'hui en France euh, peine à sortir de ce cadre exclusivement cinégétique. Il y a néanmoins comment dire, des initiatives, des expérimentations diverses et variées. On convoque assez souvent la place de prédateurs et évidemment parmi eux les plus emblématiques sont les loups. Donc ça, il y aura peut-être des questions sur ce sujet-là. Est-ce que les loups peuvent, oui ou non, réguler des populations jugées trop importantes de sangliers? Il y a tout un tas d'autres expériences. Là, j'ai mis stérilisation. Ça, je pensais plutôt à un cas au Vietnam avec une stérilisation orale. C'est des expérimentations qui ont été faites et qui suscitent évidemment tout un lot de questions éthiques de notre intervention dans le milieu, dans le milieu naturel. Et enfin, il y a des formes d'atténuation. On peut convoquer des clôtures pour éviter, réduire les dégâts dans des cultures, des passages à faune pour éviter des collisions, de l'effarouchement acoustique. Là, je pense à un cas qui a été mis en avant par la SNCF en Normandie pour essayer de limiter les collisions avec les trains. Donc voilà, il y a tout un tas d'expérimentations qui sont tentées et qui sont finalement dues à une certaine demande sociale. Là, je pense au cas de la métropole de Montpellier, où il y a un projet de recherche qui est en cours en ce moment avec du coup mon laboratoire et Raphaël Matevé notamment, mais avec beaucoup d'autres personnes, qui essayent de comprendre quelle est la relation des habitants de la métropole de Montpellier avec ces animaux qu'on voit de plus en plus souvent à la périphérie de la ville, voire dans la ville elle-même, et avec la volonté de ne pas en passer, parce que ne pas en passer par la chasse ou par la destruction pour limiter ces populations, parce que tout simplement, à certains endroits, il n'y a plus de sociétés de chasse qui sont convocables pour le faire, ou parce qu'il y a une demande de certains individus, de certains groupes, une demande sociale d'en passer par d'autres moyens pour limiter ce qui est considéré à certains endroits comme des nuisances de la part de ces animaux-là. Donc, j'ai essayé de faire une sorte de grand panorama sans rentrer dans le détail de tout, et j'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. Ce sur quoi je souhaitais conclure, c'était la nécessité, à mon sens et à notre sens avec Raphaël, de multiplier les perspectives sur un problème donné. En l'occurrence, si les sangliers sont considérés comme une espèce à problème, ils peuvent être aussi, en décalant le regard de diverses façons, être considérés de tout un tas d'autres manières. D'abord pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire bah, quelle est leur écologie, quelle est leur biologie, comment eux, ils se déplacent dans leur environnement, comment ils perçoivent euh, les situations dans lesquelles nous, on les rencontre, c'est-à-dire eh bien, comment sont vécues des collisions, comment sont vécues des actions de chasse. Et ça, il y a tout un tas de disciplines qui nous permettent d'avoir une certaine idée, absolument pas exhaustive, mais une certaine idée quand même de ces situations-là. Je pense à l'écologie des déplacements, par exemple, qui permettent de voir les réactions d'animaux dans un moment, dans une action de chasse, par exemple. Mais une autre façon de multiplier les perspectives, et celle qu'on a essayé d'ajouter un peu aux autres existantes avec Raphaël, c'était donc d'en passer par le récit, d'en passer par la littérature. Et donc j'aimerais juste terminer par la lecture du tout début de ce texte qui scande entre chaque chapitre le livre qu'on a écrit ensemble et qui permet de voir une autre façon de dire les sangliers qui s'ajoute du coup à toutes celles que je vous ai présentées jusqu'ici.
Donc, page 21 de ce livre, Sanglier, géographie d'un animal politique. Avancer à petits pas, le groin humide sur le sol. C'est un substrat pauvre où le calcaire affleure. Pour toute litière, dessus, un tissu de feuilles trop sèches. Autour, des genêts, genévriers et chênes verts. L'animal retourne ce qu'il a sous le nez à coups de hure. Les feuilles et ce peu de terre sont mises à nu, excavées, soudain découverts sur une roche qu'on ouvre en deux, en trois, en mille fentes égales. On appelle ça boutis, car la hure se nomme aussi boutoir et retourne, creuse et remue. On appelle ça vermillis, car l'animal fait des tranchées et recherche des lombrics en ligne droite sans détour aucun. Des trous, dirait-on plus simplement. Donc, avancer à petits pas le groin humide secoué d'odeur. Ce groin-là, plein de vibrisses, et dès lors comme un œil. C'est heureux, car les yeux sont d'aigle et enfouis sous des soies épaisses, celles-ci sur la face comme sur le corps entier, noire et rugueuse. La bête noire, entend-on ainsi, entend-elle aussi. Un solitaire sombre et âgé, un animal puissant, rétif et sauvage. Et parfois, il est dit que le sang dans les veines de ceux qui chassent aurait une couleur semblable à celle du dos de l'animal. Pourtant, l'animal n'est pas noir tout à fait, mais porte ses stries rousses, encore. L'animal est dans sa quête comme il serait en cette flaque que l'on dit souille, un être calme et placide. Et l'animal n'est pas seul. Et donc, ce petit extrait qui permet de voir un peu les coutures du livre, en tout cas les coutures du récit qu'on a essayé de tisser, c'est-à-dire que on a essayé de prendre à la fois les données biologiques, les données écologiques, à la fois des observations qu'on a fait nous-mêmes de sangliers et de mêler tout ça dans un récit qui permette d'appréhender d'une autre manière ces animaux-là, qui méritent, je crois, toute notre attention. Merci pour la vôtre et je vous laisse poser les questions que vous souhaitez. Merci beaucoup Roméo pour cette présentation très dense. On a effectivement des questions qui sont déjà dans le chat. On en prendra du coup peut-être pas beaucoup parce qu'il est presque 8 heures déjà. Oui. Qu'on a certainement beaucoup de sujets à aborder, mais ça ferait presque l'objet finalement d'un deuxième webinaire. Alors Florence, du coup, je te passe la parole pour les questions qui ont été posées. Très bien. Alors, est-ce que j'avais d'autres liens à vous communiquer? Euh, alors déjà, dans les échanges sur le chat, euh, il y a des petites divergences entre certaines personnes qui disent que le sanglier, il y a une autre raison de sa prolifération, c'est le croisement avec le cochon domestique. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que du coup, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Bah, comme ce que je présentais tout à l'heure, c'est plurifactoriel. Et du coup, c'est effectivement une des raisons qui sont convoquées parmi tout un tas d'autres. Et dans je citais des pratiques conservatrices qu'il y a eu fut un temps, notamment avec des élevages, etc. Il y a eu des cas de ce qu'on appelle cochonglier ou sangliochon. Effectivement, des croisements entre sangliers et porcs domestiques qui ont pu avoir tout un tas de conséquences. Mais moi, je suis pas spécialiste sur cette question-là, et d'ailleurs pas spécialiste des sangliers de façon générale, simplement proposé avec un collègue une synthèse sur la question. Mais ce que je peux dire, c'est que ça a sans doute un effet marginal ou sur certains territoires qui a pu être plus important qu'à d'autres, mais qui s'ajoute à tout un tas d'autres facteurs structurels, pardon, comme ceux que j'ai pu présenter précédemment. Donc je trancherai pas ce débat. Désolé pour les personnes qui le souhaitaient peut-être. Ok, alors, question suivante que j'ai notée. Euh, donc, on a Fabienne. Pensez-vous que la population de sangliers sans chasse pourrait s'autoréguler en fonction de la quantité de nourriture à disposition, comme c'est le cas pour de nombreuses espèces? Euh, bah, déjà, la nourriture à disposition, elle est abondante, dans le sens où, ce que je précisais tout à l'heure, il y a une disponibilité de certaines cultures, il y a une disponibilité dans le milieu forestier,
il y a une disponibilité à plein d'endroits et aussi également aujourd'hui en ville. Et là, d'ailleurs, les sangliers interviennent encore une fois comme des révélateurs finalement de notre production de déchets et de leur accessibilité. Et donc, finalement, tant qu'il n'y a pas, enfin, comment dire, tant que cette abondance de nourriture ou de déchets n'est pas, enfin, est toujours présente, il n'y a pas, jusqu'à un certain stade, il n'y aura pas de limitation, il n'y aurait pas de limitation. Après, l'espèce en tant que telle pourrait, enfin, comment dire, les populations pourraient arriver sur certains territoires forcément à un seuil, mais je pourrais pas dire quel serait ce seuil-là. Je suis pas sûr que la capacité de charge des territoires ait été tout à fait bien documentée et permette de dire exactement combien il faut quelle disponibilité alimentaire serait rédhibitoire pour que la population continue de croître. Aujourd'hui, en France, c'est pas atteint. Et donc, après, la dimension chasse, est-ce que l'arrêt l'interdiction ou l'arrêt de la chasse par vis-à-vis de ces animaux-là, finalement, les guiderait vers une autorégulation. Bien ça, c'est une question qui peut être testée. À ma connaissance, j'ai pas lu d'études qui proposent ça, mais qui peut être testée sans doute sur certains territoires ou sur certaines réserves, de se dire, eh bien ici, si la chasse est interdite, ce qui arrive hein, à certains endroits, hein, je vais parler tout à l'heure des zones cœur de parcs nationaux. On peut penser aussi à des réserves naturelles nationales. Il y a eu il y a, comment dire, la chasse est proscrit dans ces espaces-là, mais il peut y avoir à certains moments des actions de régulation qui sont malgré tout proposées. Et ça, je pense au travail qu'a effectué la géographe Déborah Coz là-dessus. Des actions de régulation demandées soit par les gestionnaires des espaces naturels eux-mêmes, parce que les populations de sangliers présentes eh bien, menaceraient d'autres populations d'animaux qui sont jugées emblématiques ou rares ou en danger par rapport à la présence importante de sangliers, ou bien demandé par des acteurs proches de ces zones ou qui sont présents dans ces zones, dans ces espaces naturels, qui ont des activités agricoles ou autres. Et donc, en fait, la situation qui permet de poser la question, de se dire, est-ce que sans chasse, comment ça se passe sans chasse? Eh bien, c'est assez difficile d'avoir les conditions qui permettent de mettre en œuvre cette question-là, parce qu'une grande partie du territoire est chassable. Donc voilà, il faudrait une volonté scientifique, politique pour le mettre en œuvre sur un temps assez long. Parce que si une étude qui se propose de faire ça dure 1 an, 2 ans, bah, les résultats ne seront pas satisfaisants. Alors que s'il y a une étude qui dure en fait à l'échelle d'une vie d'un sanglier, de son espérance de vie dans le milieu naturel, c'est-à-dire une dizaine, douzaine d'années, eh bien, serait intéressant de se poser la question, quoi. Alors du coup, il y a Juliette qui pose un peu la question inverse. La pression exercée par la chasse sur les populations de sangliers pourrait-elle induire un stress favorisant une augmentation de leur taux de reproduction, comme cela a été observé chez les ragondins? Ça, c'est du coup, Ouais, là aussi, il y a plusieurs choses qui se croisent. Effectivement, il y a cette pression très forte. Je disais tout à l'heure, il y a 2 tiers des populations de sangliers en France qui ont moins d'1 an, sachant qu'aujourd'hui, et ça a un petit peu évolué, les laits sont capables de mettre bas enfin, très jeunes, avant qu'elles aient atteint cet âge-là. Et c'est dû également à la disponibilité alimentaire, etc., etc., à tout un tas de choses qui favorisent finalement, qui leur donnent la capacité de pouvoir avoir une grossesse et mettre bas. Sur la question du stress, je sais que c'est une question importante, euh, mais j'ai pas en tête là précisément les études qui permettent de dire si oui ou non ça accroît cette prolificité, etc. Euh, mais enfin, ouais, faudrait se replonger dans dans les articles qui en parlent plus précisément. Ce qui est également, comment dire, ce qui est également documenté, c'est le fait que les actions de chasse, eh bien, déstructurent peut déstructurer des, euh, des compagnies, c'est-à-dire c'est la structuration d'un groupe de sangliers qu'on appelle ainsi, déstructurer ça, ou s'il y a par exemple une mère qui est tirée et des marcassins qui euh, ne l'ont plus à côté d'eux, eh bien ça peut créer comment dire, des dispersions aussi territoriales à l'échelle d'un territoire assez restreint et donc
potentiellement des collisions, des dégâts, etc. Alors, question suivante d'Olivier. D'autres relations, autres que chasseurs-sangliers, sont-elles étudiées, comme celles propres aux modifications des espaces agricoles, ressources alimentaires, agrénage dans certaines zones? Histoire de l'espèce, y a-t-il des modélisations sur le type de biotope de l'espèce après la dernière glaciation? Wow, il y a beaucoup de questions dans une seule question. Pour la dernière, je ne saurais pas dire. Ce qui est assez intéressant peut-être à noter, c'est que de façon assez comment dire, familière, on associe les sangliers à la forêt. Or, aujourd'hui, ce qui apparaît, c'est que ces animaux, déjà, n'ont pas toujours été confinés à la forêt, d'autant moins peut-être à une période où il y avait moins de forêts en France. Mais aujourd'hui, on a des observations de sangliers dans tout milieu. C'est-à-dire qu'on en a autant donc en forêt, dans des espaces, des plaines agricoles, en ville. Dans le livre, on cite des observations sur une petite île et un sanglier qui a fait 10 kilomètres de nage pour l'atteindre. On cite des observations sur un glacier. Donc, ça met en évidence le fait que cette espèce s'adapte très très bien à tout un tas d'habitats, à tout un tas de milieux. Donc ça, c'est une première partie de la réponse. J'ai un peu oublié les premières questions de Olivier, parce qu'on avait quand même beaucoup Alors, assisté, que d'autres relations sont documentées. Oui, oui. bien sûr, il n'y avait pas la place là dans ce séminaire où j'ai déjà été trop long de tout déplier. Mais il y a de plus en plus, dans un premier temps, les études plutôt sociologiques, ethnographiques se sont concentrées sur les sangliers et la chasse. Puis ensuite, les sangliers et l'agriculture pour la question des dégâts. Mais de plus en plus, il y a des études qui vont s'interroger sur eh bien, le rapport des populations urbaines aux animaux qui arrivent et qui n'étaient pas là auparavant. Ça, je pense encore une fois au travail de Carole Marin, mais je pense aussi à des travaux d'ethnographie qui ont été faits à Barcelone, où il y a une population de sangliers assez importante, et où il y a donc des relations qui se tissent entre habitants de certains quartiers de la ville et ces animaux-là. Et en fait, comment est-ce que ces nouveaux habitants, ces nouveaux individus présents en ville, sangliers, eh bien, euh, quelle familiarité se crée avec certaines populations. Et c'est aussi quelque chose qui est en train d'être étudié à Nîmes et à Montpellier par du coup, une équipe de recherche qui allie écologie et sciences sociales. Donc, c'est des choses qui sont de plus en plus étudiées. Et ce qui est vraiment, ce qui est un peu le vent en poupe, disons, aujourd'hui, c'est plutôt le rapport à la ville. Qu'est-ce qui se passe finalement quand il y a des animaux qui n'étaient pas présents, fut un temps, qui arrivent et ces nouveaux arrivants, quoi. Eh bien, alors, dernière question qui donne lieu à des échanges un peu divergents des uns et des autres. Euh, c'est Élouan qui pose cette question. Les populations de sangliers sont-elles mieux régulées sur les territoires où sont présents les grands prédateurs, notamment le loup dans le Mercantour, par exemple? Si tel est le cas, la réintroduction des loups pourrait-elle être une solution ou une aide dans la régulation des populations de suidés? Ouais, bah c'est effectivement une très bonne question. Une question qui a une certaine actualité, puisque peut-être vous aviez vu passer ça il y a un an ou un an et demi, je ne sais plus, avec la Fédération de chasse de la Drôme qui s'inquiétait de la baisse des populations de sangliers à l'échelle du département en raison de la plus forte, selon leurs termes, de la plus forte présence des loups. Donc c'est une question qui, en tout cas sur le plan médiatique, est présente. C'est une question qui est aussi de plus en plus traitée dans la littérature scientifique. Je pense à des études qui ont été faites en Espagne notamment, où il y a une présence du loup assez ancienne, et qui montrent que certes, les sangliers font partie du régime alimentaire des loups, plus que par exemple les chevreuils ou d'autres, et même plus d'ailleurs aussi que le bétail, en tout cas pour cette étude-là précisément. Mais que la présence actuelle des loups, et d'ailleurs, même si on multipliait par plusieurs, enfin, par beaucoup, la présence des loups dans ces territoires-là, eh bien, n'aurait sans doute pas, enfin, ça serait, comment dire, la mortalité est aujourd'hui encore dans ces espaces-là, majoritairement due à des actions de chasse. Ensuite, il y a une autre question qui se pose, c'est déjà actuellement, il y a tout un tas de questions qui se posent sur
une sorte de population de loups en France et du fait que des conflits que ça peut créer, etc. Euh, il n'y a pas un bouton qui dit qu'on peut réintroduire X milliers de loups. Et d'ailleurs, même l'arrivée des loups en France n'a pas été issue de réintroduction, c'est une recolonisation depuis l'Italie. Euh, donc il n'y a pas, ça pose tout un tas de questions évidemment politiques, de choix. Quoi. Il y a un choix à faire aussi sur ces questions-là. Et donc c'est pas aussi simple que ça, quoi, comment dire, de promouvoir une plus forte présence de prédateurs. Enfin, j'imagine que tout le monde a en tête ici les conflits qui sont créés par ce genre de proposition. Voilà, donc je j'ai pas d'opinion à apporter précisément sur ce sujet, si ce n'est que dans l'état actuel des populations de grands prédateurs, même si les sangliers font partie de leur, comment dire, de leur consommation quotidienne, eh bien, c'est assez marginal par rapport à la principale source de mortalité des sangliers aujourd'hui, que sont donc les actions de chasse ou de régulation. Merci. Alors, il y a beaucoup d'échanges dans le chat, donc je pense qu'on va arrêter là. Julie, qu'est-ce que tu... Oui. Merci Florence, merci Roméo. Effectivement, on a un petit peu dépassé, mais on sent que le public ce soir était très impliqué et qu'il y a eu beaucoup d'échanges et d'interventions aussi euh, complémentaires, je dirais, à la présentation dans le chat, ce qui est intéressant. Chacun apportant aussi ses connaissances et sa compréhension, voilà, du sujet. En tout cas, ce qui est certainement intéressant, c'est de pouvoir entendre plusieurs approches et de peut-être modifier un peu son regard pour pouvoir questionner, voilà, la façon dont aujourd'hui on perçoit cet animal, ce qui est probablement pas fait suffisamment. En tout cas, c'est bien s'il y a plusieurs études qui sont déjà en cours pour essayer de re-questionner un petit peu ça. Et pourquoi pas peut-être envisager un autre webinaire sur le sujet qui aborderait un angle plus spécifique. On a bien perçu la complexité et le caractère multifactoriel justement de la prolifération de cet animal aujourd'hui en Europe. Merci beaucoup Roméo d'avoir pris le temps voilà, de nous partager ces travaux. Merci à Florence d'avoir animé le chat. Et Merci. merci à toutes et à tous pour vos interventions, vos questions. On a senti un public très, très motivé et très vivant, voilà, dans le chat. Euh, je vous donne rendez-vous avec Florence également en 2025 pour un nouveau programme de webinaire. Et puis, on vous souhaite également une très bonne fin d'année. Et puis, merci Roméo d'avoir vulgarisé justement tout ce travail-là et de nous permettre peut-être de changer un petit peu notre façon de regarder cet animal et la façon dont il est perçu dans notre société aujourd'hui. Très bonne. Bah, merci à vous pour l'invitation et merci à tout le monde pour votre attention. J'espère avoir pu donner quelques informations et il y en a beaucoup d'autres personnes qui sont sans doute plus aptes que moi encore à faire ça et du coup j'espère que vous lirez leurs travaux, que vous les rencontrerez et que vous pourrez poser les questions auxquelles j'ai pas pu aujourd'hui répondre. Voilà, merci beaucoup. Merci, Merci très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.